Patrick Dubois, bonjour. Bonjour. Donc, Patrick, entrepreneur, passionné, t'as fondé Humanify avant de la vendre tout récemment pour pouvoir voguer vers d'autres projets. Merci d'être venu nous voir à Jartois. Ben, ça fait plaisir d'être ici. Je viens de débarquer au Québec après plusieurs semaines, plusieurs mois à l'étranger. Fait que très cool Donc, tu étais de passage. On t'a attrapé pour que tu puisses venir nous jaser. On a plusieurs sujets qu'on voulait aborder avec toi. Entre autres, vivre une acquisition, mais je voulais qu'on explore ensemble l'autre côté de la médaille. Souvent, on entend plutôt les histoires du point de vue de l'acquéreur. Oui. Mais là, on voulait en fait t'entendre du point de vue de l'entrepreneur qui vend son entreprise, parce que c'est pas quelque chose ça vient avec beaucoup d'émotions, ça vient avec beaucoup de réflexion, puis je pense que c'est quelque chose aussi que plusieurs vivent en ce moment, qui pourrait être intéressant d'explorer avec toi. Est-ce que tu peux nous dire, Humanify, quand est-ce que ça s'est passé officiellement que c'était plus ton bébé? OK. C'est un long cheminement, tu viens de le dire. Moi, après presque 10 ans, il est arrivé un moment où tu te remets en question. Je suis encore la bonne personne pour croître l'entreprise. Il y a eu des enjeux de santé du côté de ma conjointe. Fait 10 ans que tu travailles la pédale dans le fond. C'est les gens qui me connaissent, ils le savent. Je prends pratiquement jamais de vacances. Et ça, avec Gère-toi, là, je vais apprendre à mieux me gérer dans une prochaine aventure. Donc, tu arrives à un certain point où tu te dis... je continue dessus. Un peu comme un changement d'emploi. Tu sais, ça ne veut pas dire que tu es mal dans ton emploi, mais là, il arrive une opportunité, un changement possible. Parce que là, tu as vécu... Humanify a pris beaucoup de croissance parce que c'est dans le milieu du recrutement. Oui. Puis on se rappelle aussi que si on retourne à peine quelques années en arrière, il y a eu un gros boom au niveau de la demande, au niveau du recrutement, qui a fait en sorte que l'entreprise a vécu une bonne croissance et ça vient totalement. avec les défis. On a vécu on a vécu une croissance assez rapide, étant donné qu'on avait un nouveau modèle, une nouvelle façon de travailler, de fonctionner avec les entreprises. Qu'au départ, on me disait, ça marchera pas, ça fonctionnera pas, mais ça, c'est les meilleurs mots que tu peux me dire. Tu réussiras pas. On reconnaît les vrais entrepreneurs. C'était parfait pour moi. Mais après ça, il est arrivé justement COVID. Et COVID a engendré beaucoup de défis. On était peut-être 20-21 personnes à ce moment-là chez Humanify et on a monté jusqu'à 65 dans un très, très court délai. Ça l'a en même temps que s'adapter à une ère, une période. En remote, ça fait en sorte que tu t'adaptes aussi avec une culture d'entreprise qu'on était habitué d'être au bureau ensemble. Les gens qui me connaissent, qui m'avaient vu voir Pat Dubois dans le bureau, c'est quelqu'un qui est complètement déjanté, puis on y va de tout bord de côté. Tu as besoin de contact. Là, j'avais des meetings en Zoom ou quoi que ce soit avec des nouvelles personnes dans l'équipe et on me vous voyait. J'ai dit, attends une minute, là, wow, on est dans une autre sphère complètement. Fait que juste aussi de montrer ce qui était Humanify en tant que tel, notre culture, notre façon de travailler. Moi, j'aimais pas me faire appeler boss. Fait que, mais si on pourra en reparler, là, comment gérer les équipes dans une entreprise. Un peu plus loin dans l'épisode, je veux connaître ton expérience comme gestionnaire aussi qui a appris à travers cette croissance-là. Exact. Oui. Mais d'arriver à la vente, c'est plusieurs paramètres qui se mettent un à côté de l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe là? Du moment que, on a cette opportunité-là qui se présente parce qu'on nous approche, là, j'imagine le cerveau, c'était pas prévu. C'était-tu quelque chose que tu avais anticipé comme projet? C'est sûr que moi, c'était dans les plans un jour de vendre. Mon endgame, c'était principalement peut-être d'être racheté par un Big Four ou un grand cabinet. On a vu Mallette démarrer sa nouvelle division recrutement, MNP qui se lance aussi dans le domaine. Donc, je voyais peut-être un grand cabinet comme ça nous racheter puis faire partie de leur équipe de recrutement pour croître ce nouveau service-là au sein de leur entreprise. Il est arrivé un email, c'était au mois d'août 2024, si je ne me trompe pas, mois d'août 2024. À ce moment-là, c'était humblement, Pat, t'es-tu à vendre ou quoi que ce soit? Ce serait une belle possibilité? Puis, écoute, j'ai été validé parce que à ce moment-là, c'est ça, beaucoup de questions. Le timing faisait. Parce que tu cherchais pas, fait que là,
J'imagine qu'il faut que tu considères tout, là. Exact. Tu veux pas vendre ta maison, mais un acheteur vient cogner parce qu'il la trouve super belle, puis il voudrait peut-être en faire quelque chose de mieux ou quoi que ce soit. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fait que beaucoup de discussions à ce moment-là, beaucoup de discussions avec ma garde rapprochée. Oui, c'est quoi chez les facteurs que tu t'as analysés à travers ce processus-là de réflexion? Vendre une entreprise de service, c'est pas évident. Là, on avait une opportunité de pouvoir le faire. Il y avait une synergie qui était possible parce que dans une vente aussi, il faut que tu regardes que ça fasse 1 plus 1 égale pas 2, mais 1 plus 1 égale 3. Donc là, il y avait une possibilité avec le marché de GoRH qui était peut-être plus RH, PME, en région, Humanify, grande entreprise, marché montréalais. Donc, il y avait une synergie qui était très possible Une à certaine ce cohérence. Là, certaine cohérence. J'ai toujours été quelqu'un qui a pensé aussi à ses équipes. Je voyais que si Pat Dubois n'est plus là, mon équipe allait pouvoir continuer, survivre dans cette acquisition-là. Bon. Parce que c'est une responsabilité d'employeur qui est aussi d'assurer, c'est ça, les emplois. Tu as des humains là, dans ton équipe Exact. Une seule. Donc, ta décision impacte une équipe d'humains. Donc, d'y réfléchir, ça fait partie des. Mais, tu sais, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment. C'est un sujet qui. Encore, je pense, tabou, surtout chez les gars. Chez les gars. Les gars. Et les entrepreneurs aussi. Dom Gagnon a écrit un super livre là-dessus qu'on relate beaucoup aux entrepreneurs qui se sont livrés à ça. Et je pense que j'étais très fatigué à la fin de cette aventure-là par plusieurs raisons. Négliger mes vacances. Nous, notre fille demeure à Nottingham. Ma conjointe a pu aller la voir plusieurs fois. Moi, je suis allé seulement qu'une fois parce que pas le temps, jamais la bonne occasion, toujours un problème ou un ci ou un ça. Puis tu te retrouves souvent dans un contexte où tu te dis, OK, ben on va faire tel projet ou on va atteindre tel milestone dans l'entreprise et après, je prendrai les vacances ou je partirai. Ouais. Là, tu atteins le milestone, tu dis, ouais, là, c'est pas le bon moment parce que là, il y a un autre point. Fait que c'est toujours, t'es toujours en train de gravir quelque chose et tu vois jamais le sommet. Jamais. Puis je pense qu'à un moment donné, c'est que tu te réveilles et tu te rends compte que le sommet, c'est pas ça que tu voulais atteindre. Fait que, puis ça, ben, après le post-mortem, quand tu regardes tout ça à tête reposée, ce que j'ai fait cet été, ben, il y a plusieurs choses que je ferais différemment si j'avais à le refaire. Après, j'étais en paix avec la décision parce qu'au moment que tu prends une décision, c'est la meilleure décision que tu prends. Il faut que tu l'assumes, il faut que tu l'endosses. Ça, je ne regrette pas la décision d'avoir vendu parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir une belle feuille blanche puis de regarder pour la suite, puis il y a plein de possibilités. Puis tu ne manques pas de créativité. Non, non. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. Mais effectivement, ça a été, tu sais, je pense qu'on s'en parlait un petit peu avant de rentrer dans l'enregistrement. Tu as l'euphorie, l'adrénaline dans le tapis pour faire la vente. Là, c'est le due diligence. Il y a plusieurs étapes à passer. C'est une certaine période de cruise aussi qui se fait avec les futurs acquéreurs pour comprendre est-ce que elle va être un bon mix, comment ça va fonctionner et tout ça. Après ça, tu as l'annonce auprès de tes équipes, ta garde rapprochée, l'annonce après ça au public. Fait l'annonce aux clients. Là, tu as beaucoup de questionnements qui viennent de tous bords, tous côtés. Beaucoup d'inquiétudes de beaucoup de personnes. Tu dois jongler avec tout ça. Fait que tu es encore dans le traitement de tout ce qui se passe. Même une fois que la décision est prise. Est-ce que la décision a varié ou changé à travers les premières étapes, les fameuses, le due deal, les vérifications et tout? Es-tu revenu des fois sur ta décision? C'est-tu aléatoire ou quand on dit, OK, parfait, si mes attentes sont rencontrées, that's it? Oui, il y a eu des périodes de questionnement, des périodes de « on fait-tu la bonne affaire? » On se questionne. Ça l'impliquait beaucoup parce que tu as ta conjointe qui travaillait avec toi. Donc là, ça l'impliquait quand même 2 personnes qui allaient changer complètement de vie. Tu avais une partenaire, je crois, aussi. Exact. Donc, il y avait Charlène à ce moment-là. Ça l'implique beaucoup de choses.
À ce Et une moment- cinquantaine d'employés, c'est ça? Oui, on était, je pense, 44 ou 45 à ce moment-là. Fait que oui, ça bouleverse parce que on revient dans l'entreprise, moi et ma conjointe qui était au niveau des opérations, CO, puis genre Chief of Staff de l'entreprise. Moi, je suis visionnaire, que le kit. Caro est là, tout ce qui est plus organisation, gestion des équipes. Charlène, qui travaillait beaucoup au développement des affaires, visibilité, marketing, puis aux décisions de l'entreprise aussi avec moi. Et son conjoint était au niveau des finances. Fait que, déjà en partant, tu as 2 familles qui vont être impactées par rapport à cette décision-là. Donc, ça joue pour beaucoup. Puis je sais que les gens, puis il y a eu un article un moment donné de Dom Gagnon par rapport à ton entreprise, c'est pas ton bébé, nanana. OK, je le comprends que c'est un véhicule qui t'amène au point A, au point B, mais ça reste que t'es C'est quand même quelque chose que tu as bâti avec tes mains, tes mains, tu sais. Human Affaires pendant plusieurs années. C'est qui Patrick Dubois sans Human Affaires? Parce que Ouais, on s'oublie. t'es associé à ça, tu ne vis que pour ça. Ta conjointe est dans l'entreprise. T'as sué. Donc, les sujets tournent toujours autour de ça. Fait que veux pas, ça devient très difficile de dissocier la personne de l'entreprise. Fait que ça a été aussi beaucoup Comme de quand tes questionnements. enfants ils s'en vont de la maison. Carrément. C'est comme, oh wow, mon Dieu Seigneur, il y a un grand trou, qu'est-ce que je fais avec, là? Carrément. Fait que, donc, l'adrénaline, tout ça, l'annoncer aux équipes. Puis après ça, ben, il y a le reality check qui embarque. Là, tu te réveilles un matin et tu n'es plus dans ta maison. Là, ta maison a été vendue, mais on te demande de rester dans la maison. T'es locataire, mais de ton propre building. Ouais. Mais c'est plus ton building. Ça, vraiment, quelque chose que j'ai sous-estimé par rapport à l'impact. J'étais prêt de le vivre, c'est une autre chose. Tu sais, moi, j'ai vécu l'acquisition comme ça où ça va être quoi ma place? J'arrive dans une équipe, une nouvelle façon de faire. Tu sais, Pat Dubois, c'est une bébite en soi. Ne serait-ce qu'au niveau de l'image. Tu sais, moi, j'ai des tatous. Oui, quand j'allais dans les événements, c'était la casquette, le hoodies, puis un peu moins formel. On aimait ça. Humanify, c'était une entreprise qui disruptait le marché, l'écosystème. Là, je tombe dans un environnement où c'est moins ça. Est-ce que je fit là-dedans? Est-ce que je me reconnais dans tout ça? Puis là, tu peux te poser des questions comme suis-je accepté, suis-je valide, est-ce que je fais partie du décor là, en bonne et due forme? Alors que quand c'est ta business, tu la poses pas cette question-là. Exact. Puis, tu sais, je sais pas, moi, tu as un restaurant italien ou quoi que ce soit, puis tu décides d'acheter la cage au sport. Parce que tu veux acheter la cage au sport parce que, Colin, ils font des ailes, nous autres, on n'est pas capables. Ils ont un environnement sportif avec les TV et tout ça. Donc, une ambiance que nous, on n'a pas dans notre restaurant, mais on aimerait se diriger là-dedans et apprendre de eux par rapport à ça. Donc, nous, on est peut-être la cage au sport. On se fait acquérir. On se fait dire votre expérience, votre ci, votre ça, votre façon de fonctionner. Et là, finalement, tu te rends compte que on veut changer votre recette d'aile de poulet. On va enlever les TV parce que ça, nous, dans le restaurant, on n'est pas habitué à ça. Puis ça fait du bruit, puis ça dérange. Donc, on va enlever ça. Puis là, tu te rends compte, OK, on est-tu en train de dénaturer qui on est? C'est comme, on remet les clés de la légitimité de le faire. Exact. Puis ils ont 100% le droit de s'en aller dans cette direction-là. Et ils ont un plan de match, ils ont une idée, et tu fais peut-être pas partie de toutes ces discussions-là et de cette vision-là. Ça a été extrêmement difficile à voir parce que là, toi, après ça, tu as les équipes qui viennent te poser des questions, à dire, pourquoi on fait ça de même maintenant? Pourquoi on m'enlève tel outil? Pourquoi on fonctionne dans telle direction? C'est pas comme ça qu'on est habitué. Tu ne justifies plus tes propres décisions non plus. Non. Puis de me demander d'endosser des décisions comme ça qui sont pas les miennes, ça aussi, c'est pas dans les habitudes de l'entrepreneur. Ça, c'est contre nature. Fait que mes gens chez Humanify, c'était tous des bonnes personnes. Et ils voulaient... ils voyaient ce défi-là comme vraiment quelque chose de très bien. Fait que tout le monde est embarqué dans l'aventure avec, je pense, un esprit positif de « OK, on l'essaye. On y va, puis avec les bonnes intentions. »
Mais des bonnes intentions, des fois, Ben, eux aussi ont vécu un changement. Un énorme changement. Puis si on regarde les étapes, n'importe quel changement, ben il y a des étapes à suivre. Donc, le deuil jusqu'à l'acceptation. Eux autres aussi, il faut traverser ça. Plus, ben toi aussi, tu veux les supporter là-dedans, mais tu dois aussi te prendre soin de toi aussi, parce qu'à travers certaines étapes, c'est un deuil, en fait. Est-ce que tu comparerais ça à un deuil? Je sais pas si j'allais aussi fort que dire que c'est un deuil, mais c'est vraiment, c'est une coupure, une grosse coupure à effectuer. Comme je mentionnais, te lever le matin et te dire, ben, ce n'est plus mon entreprise, c'est une entreprise de d'autres. Tu sais, c'est pas genre, je vends, je te donne les clés, ciao, bye, je m'en vais vivre ma vie. Là, c'est vraiment, on continue à cohabiter, hein, mais vous êtes propriétaire. Je donne les clés du propriétaire. Est-ce que c'est, selon toi, tu l'aurais fait différemment? Est-ce que c'est un bon choix? Tu conseillerais-tu? Moi, tout ce que je peux te dire, puis, tu sais, eux avaient leur plan de match, leur façon de faire, que je respecte. Je suis pas là pour dire ils ont pas bien fait ou ils auraient dû faire de telle façon ou quoi que ce soit. Est-ce que moi, je le ferais différemment si moi, demain matin, j'acquiers une entreprise de service? Totalement. L'entreprise de service, c'est des clients, c'est des personnes. C'est intangible. Équipes, c'est des personnes. C'est que des gens autour de l'équation. La qualité de ton service client fait aussi partie de ta marque. Là. Ta marque, ta façon d'être, ta culture. Donc, moi, je pense que j'aurais... Tes routines. Les routines. Tu sais, nous, on avait un rituel chaque vendredi, 11h15 à midi. Toutes les équipes chez Human Affairs se rencontraient. C'était notre moment où tout le monde ensemble. C'était très simple. Il y avait 2 parties animées par Michael. Michael faisait ça de main de maître. Et il y avait, première question, le mood de la semaine. Donc, très rapidement, on avait le mood de l'équipe. Comment ça se passe? Est-ce que nos gens sont fatigués? Est-ce que nos gens sont pleins d'énergie? Rapidement, on avait un topo assez clair. Est-ce qu'on est high? Est-ce qu'on est fatigué? Exact. Est-ce qu'on... Exact. Okay. Fait que ça, c'était très, très, très le fun d'avoir ça une fois par semaine. Puis les gens y tenaient. Puis je pense, en tout cas, naïvement, mais je pense qu'ils étaient très sincères dans leurs réponses. Donc, il n'y avait pas de cachette à dire « Ah, on ne dira pas qu'on file pas parce que là, ils vont arriver avec tel angle ou telle façon de faire. » Non, c'était vraiment, on y va. Puis même moi, je le divulguais, mon mood. Et après ça, c'était la partie des coups de cœur. Donc, les gens, merci Émilie, cette semaine, tu es venue me sauver sur tel projet, telle chose. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était sain parce que je l'expliquais à mes équipes en disant, si vous le faites, mais qu'en arrière, il n'y a pas d'arrière-pensée de politique ou de je vais dire ça parce que ça va l'avantager, mais l'autre, là, j'y donnerai pas de l'exposure parce que moi, ça va peut-être jouer contre moi sur ma future promotion ou quoi que ce soit. C'était vraiment fait sainement, tout simplement. Et ça, je pense que c'est moi aussi. J'ai toujours aimé le travail d'équipe. J'ai toujours aimé travailler avec les gens. J'aimais pas être au-dessus. Je voulais faire partie du groupe. J'entends aussi un climat sécuritaire. Ah, tu sais, quand on est capable de dire, OK, ben ça a été une dure semaine, on est fatigué, ou ben moi, mon département, il m'a arraché, tu sais, de se le permettre, puis autant de communiquer. Tu sais, bâtir un environnement sécuritaire où que les gens se permettent d'être authentiques. Il faut 100%, ça. 100%, ça prend ça. C'est pas évident. Puis il y a eu des erreurs. Je veux dire, je le disais souvent à mes équipes, je suis loin d'être parfait, mais vous avez le droit de me le rappeler que je suis pas parfait. Ça, je le prends 100 000 $. J'ai pas réponse à tout. Je veux me faire challenger. Je veux me refaire mettre à ma place. Et c'est arrivé plusieurs fois. Mais ça, c'est important que les gestionnaires l'entendent, les dirigeants. C'est ce qu'on contrôle, c'est qu'on peut donner le droit à son équipe. Je vous le permets de me... Puis c'est important de le faire. Parce que après ça, les gens le font, mais de manière légitime. Fait qu'il faut ouvrir cette porte-là en premier pour recevoir après le feedback. 100%. Puis, bon, j'entends les gens déjà dire OK, les valeurs d'entreprise, blablabla. Ah oui, les beaux mots sur les murs. Les beaux mots. Parfait, parfait. Mais quand tu les incarnes vraiment, moi, jour 1 de Human Affairs, jour 1, je me dis, c'est quoi cette entreprise-là? Comment je veux qu'elle grossisse? Comment je veux qu'elle soit gérée? Comment je veux qu'elle soit perçue? Moi, j'ai été
maltraité, entre guillemets, peut-être dans mes emplois précédents où je n'étais pas entrepreneur. Je me suis toujours dit, je veux traiter les gens comme moi, j'aurais aimé être traité. Ouais. Tu as vu du mauvais leadership, tu as ressenti l'impact. Fait que moi, à chaque fois que j'arrivais dans des décisions, des choses à faire, moi, Patrick Dubois, si j'étais assis dans cette chaise-là, comment j'aurais aimé recevoir le message? Fait que j'essaie toujours de me mettre dans cet esprit-là. Et ça, je pense que ça m'a aidé. Par la suite, nos 3 valeurs, commitment, transparence, travail d'équipe. Puis la transparence, je sais que plein de gens l'ont, puis tout ça. Mais moi, je disais souvent à mes gens, ce que je vais vous dire, des fois, ça va pas nécessairement être ce que vous voulez entendre, mais je vais le dire. Donc, on aura ce contrat-là entre nous de se dire les vraies affaires. Et ça, je pense que ça aide à tous les points de vue. Et je l'ai vu dans d'autres cultures où c'est très du one-on-one. Un tel m'a dit ça, là, répète-le pas. Mais tu sais, moi, je suis ton bar, je travaille avec toi. Ah, écoute, moi, ça, là, tu m'arrives dans une rencontre et tu me dis, Pat, telle personne là, a dit ça, pense de ça. Parfait, on va le faire venir. Moi, je veux les 2 versions. Je veux pas la que ta transparence, version... je te l'adresse, mais je serais aussi capable de l'adresser avec les gens autour de la table. 100%. Basé aussi sur les faits, le ressenti aussi. Donc, tu sais, c'est basé aussi sur pas de jugement ou de la stratégie mal intentionnée ou malveillante. Là. Quand tu commences dans une entreprise avec, je l'appelle ma game de love story, tu sais que tu as des alliances, tu as des gens qui se mettent ensemble pour essayer de « Ah, moi ça, là, oublie ça, oublie ça. » Et je peux le dire, chez Human Affaires, dans nos équipes, on en a connu des fois des petites alliances, des petites choses, mais notre but était de les cerner rapidement et de briser ce sentiment-là pour être sûr et certain que je veux que les équipes travaillent ensemble. Et c'est pour ça qu'il y avait très peu de projets solo aussi chez Human Affaires. C'était souvent des projets en équipe qui te forçaient à travailler avec tel ou tel collègue. Faire confiance. Voir les différences comme des points positifs aussi. Oui. Tu sais, souvent, ce qu'on juge, c'est les différences, c'est la personne, elle fait pas comme moi ou elle pense pas comme moi, mais quand on achieve des projets, on va de l'avant puis on est capable de mener des projets en équipe malgré les difficultés, les défis, on voit aussi que c'est bénéfique. Tu sais. 100%. Pour ça, 100%. Est-ce que tu dirais que c'est du ressort de la responsabilité de l'entrepreneur ou du dirigeant ou du gestionnaire de créer ces occasions-là? C'est un des éléments. Ce n'est pas que le seul élément. Je pense qu'il y a un élément fort. Moi, j'essayais de prêcher par l'exemple. Donc, si moi, je suis capable, par exemple, d'aller dans une rencontre et d'affirmer aux gens, aujourd'hui, là, je ne suis pas dans mon assiette. C'est pas une bonne journée. Amenez-moi pas sur des meetings où vous avez besoin de ma tête puis de prendre une décision éclairée ou quoi que ce soit. Je suis pas là aujourd'hui. Je suis pas la bonne personne pour vous accompagner. Fait que déjà, tu es vulnérable. Oui. Tu l'amènes à tes gens et ça explique des fois pourquoi que... là, il me semble que j'ai répondu à Pat aujourd'hui puis Crime, il m'est revenu assez straightforward ou quoi que ce soit. C'est pas une bonne journée. Si tu l'adresses en premier, ça évite à la personne d'avoir une perception. Exact. Qui est erronée. Exact. Puis je m'attendais à ce que l'équipe, ça arrive. Tu peux pas... un joueur de hockey ne peut pas être 82 matchs par année, la pédale dans le fond, toujours à 100% ou quoi que ce soit. Il y a des blessures, il y a des éléments dans ta vie personnelle qui ont un impact sur ta vie professionnelle. Il y a plein de choses qui arrivent. Il faut juste être capable de se le dire parce que ça va éviter des perceptions ou des malentendus qui peuvent devenir problématiques. Donc, si tout le monde a cette vulnérabilité-là à juste... Aujourd'hui, je file pas. C'est pas une bonne journée pour moi. J'aime mieux avoir ça que du fake ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Parce qu'ils vont le ressentir. On peut s'entendre aussi que quand que le gestionnaire dirigeant il est à bout, ils le savent. Ils le savent. Ça se ressent. Ouais. Puis ça a été quelque chose, tu parlais de l'acquisition puis tout ça. Oui, ça a été un cheminement. Mais ils ont vu aussi, mes équipes, un Patrick très fatigué dans le dernier stretch pour plein de raisons. Et ça m'a fait de quoi? Il y en a beaucoup dans mes équipes qui m'ont dit, on le savait, Pat, que c'était pas notre patte habituelle,
et on ne savait pas quoi faire. On voulait t'aider et on ne savait pas comment t'apporter notre soutien là-dedans. Il y a probablement deux parties. Un, si il me l'avait dit, si peut-être qu'il y aurait eu un petit peu plus on va aller au-devant. Et moi, de mon côté, j'étais probablement aussi dans un épisode où j'écoutais moins. J'étais beaucoup plus dans je vais le faire tout seul ou je vais le faire moi-même pour que ça aille plus vite ou que peu importe l'idée que tu as en tête. Donc, ou les protéger ou ne pas impliquer trop de personnes si jamais ça... Mais ça m'a fait de quoi de voir que, OK, les équipes étaient conscients que Pat n'était peut-être pas à 100% à ce moment-là et il aurait voulu aider, supporter. Et peut-être, ça je dis bien peut-être, une grande hypothèse, s'il y avait eu une meilleure communication à ce moment-là sur le moment précis, peut-être que le dénouement n'aurait pas été le même et peut-être que ça avait peut-être été un élément pour peut-être faire avorter la vente. Je comprends. Puis, j'aimerais ça qu'on retourne au début de Humanify parce que, bon, t'es entrepreneur, tu décides. Puis, pourquoi le recrutement? Écoute, moi, j'ai un bac en informatique. Rapidement, je suis tombé dans l'univers du recrutement en 2004-2005 parce que ça, c'était la grande période des chasseurs de tête en informatique. Et je me disais, je peux faire ça, moi. Je connais l'informatique. Puis, j'aime pas être devant mon écran tout le temps. Puis, j'ai besoin de parler aux gens. J'ai besoin de rencontrer. Méchant changement. Tu sais, on parle de l'informatique et du relationnel. Parce que du recrutement, c'est du relationnel 100%, là. 100%. Je suis allé, à ce moment-là, j'avais aucune expérience en ressources humaines, aucune expérience en recrutement. J'ai appliqué, puis c'est Randstad qui a été ma première expérience. 1 an, jour pour jour. C'est là que j'ai rencontré ma conjointe, ma partner de l'époque, mon binôme, parce que chez Randstad, ça fonctionne beaucoup par binôme. Moi, c'était Geneviève Provencher. On les salue. On les salue. Salut, Jen. Puis, Jen a été, est encore aujourd'hui une personne avec qui j'ai contact et tout ça. Et Jen, ça a été la première personne qui m'a appris le recrutement. Fait que ça la rajeunira pas, mais salut Jen. C'est elle qui m'a montré les premières entrevues, Puis, fait 1 an jour pour jour, je suis resté chez Randstad. Après, j'ai été plus vers le côté informatique. Donc, j'ai été pour une firme. Je suis monté jusqu'à actionnaire minoritaire de cette firme-là. C'était une firme beaucoup plus placement de consultant TI, comme plusieurs entreprises sont déjà à Montréal. Savais-tu que tu étais entrepreneur à ce moment-là? Je pense que je savais que j'étais intrapreneur. De là à dire entrepreneur, c'est une autre marche. Quand je l'ai fait, j'avais décidé, le président à ce moment-là de la firme où j'étais, j'avais essayé de les racheter parce que j'avais une idée en tête qui était le futur Humanify. J'avais une idée de créer quelque chose de différent. J'avais vu une entreprise aussi en France qui était... qui avait des bureaux plus trendy. Tu sais, on était habitué de voir les firmes à Montréal. C'était le veston, cravate, très traditionnel et tout ça. Donc, j'avais vu une entreprise plus ressemblait à une entreprise tech. Et ça me parlait. Donc... Puis, tu as connu, parce que le recrutement, il y a 2 modèles, le modèle à pourcentage, le modèle horaire. Est-ce que Humanify était dans les premiers à ouvrir le modèle horaire? Écoute, nous, on disait qu'on était les premiers. Mais les premiers plus gros. Premier plus gros. Tu sais, je pense qu'il y avait déjà des gens en freelance, en consultation, qui s'étaient offerts à tarif à l'heure avec. De le faire, par contre, à grande échelle comme ça, sur des grands projets, on a développé une méthodologie en arrière qui faisait en sorte qu'on avait une façon de fonctionner qui était propre à nous. Ça, on l'a développé au fil du temps. Humanify a passé par plusieurs modèles au travers des années avant d'arriver à son modèle à lui. Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, des forfaits mensuels, des forfaits... Mais quand on veut changer la recette, il faut les essayer, voir si ça lève. Exact. Chose que je voyais, moi, ce n'était pas tant le modèle à pourcentage, quoi que ce soit, qui qui cordait moins à moi. Moi, ce que je voulais, c'est... J'étais tanné d'entendre parler des entreprises qui disent on est obligé de travailler avec des firmes de recrutement. Et quand on travaille avec une firme de recrutement, on travaille avec un fournisseur. Il y avait toujours un peu aussi une
une guerre ou une certaine façon de fonctionner avec l'équipe en place, les recruteurs internes et les recruteurs externes qui arrivent sur le projet. Qui va trouver le candidat en premier? Une compétition aussi entre les firmes pour trouver le candidat. Donc, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à un marché un marché boursier où le premier qui trouve le candidat alors arrive, que ton produit, c'est des humains. C'est des humains, puis ça avait un impact autant pour l'entreprise que pour le candidat. Parce que là, quand tu veux closer un deal, c'est pas comme tu veux arriver à un recrutement. Donc, il y avait vraiment un shift de mentalité. Puis c'est un des beaux compliments que j'avais des entreprises avec qui on travaillait quand ils nous disaient « on a l'impression de travailler avec nos collègues ». Et ça, pour moi, c'était « OK, coche ». On a atteint quelque chose parce qu'ils nous perçoivent plus comme la firme externe, mais ils nous perçoivent comme leurs collègues. On allait travailler dans leur bureau et tout ça. Donc, on n'était plus une menace. C'était vraiment une collaboration. On était une vraie valeur ajoutée, une vraie collaboration. Et ça se ressentait aussi sur leur marque employeur avec les candidats et tout ça. Parce que nous, on n'est pas là pour forcer tu veux un bon match. Une embauche. Tu veux un bon match. Et si c'est pas le bon match, on va continuer, on va chercher. Fait que, c'était vraiment un changement de mentalité, de façon de travailler avec les business qui me plaisait. Puis les recruteurs qui étaient chez nous n'avaient pas l'impression d'être en firme de recrutement et n'avaient pas non plus l'impression d'être en corpo. C'était vraiment un bon hybride de savoir que je travaille sur des projets long terme. J'ai la chance de travailler avec un RONA et après ça, je m'en vais dans un domaine financier puis après ça, peut-être plus le plus petit start-up. Donc, en tant que recruteur, c'était stimulant. Tu étais toujours sur des projets différents, mais avec plein de collègues dans plein d'entreprises différentes. Donc ça amenait, je pense, une belle variété pour les recruteurs. Puis l'humain, c'est ça. L'humain était vraiment au cœur de, comme tu dis, une entreprise de service. C'est de ce type de service-là, c'est quand même particulier aussi. Puis, fait que t'es parti en affaires, puis là, ça a pogné, ça a l'air, hein? Ça a pogné, ça a pogné. Fait qu'embauche, j'imagine, c'est-tu, ta conjointe, ta partenaire, c'est ton premier noyau qui s'est formé? Premier noyau, ma première employée, elle s'appelait Alke. Et ça aussi, c'est juste une mini parenthèse, mais ma première employée, hyper important, j'ai 2 choix. J'en ai une que je nommerai pas par respect, mais toujours en contact, puis tout ça. Puis elle, je me voyais, tu sais, travailler avec elle, les 5 à 7, le fun au travail. C'était quelqu'un, je pense, avec qui j'aurais super bien travaillé, qui me ressemblait. Et j'ai l'autre, Alke, qui est une Allemande, qui est un petit peu plus anglophone que francophone, puis très... pas d'émotion. Tu sais, c'était très... moins expressive. Beaucoup moins expressive. Donc, différente de toi. Très différente de moi. Puis il est arrivé, là, je dois prendre la décision. Le dimanche soir, je reçois un appel de Alke et elle me dit « Patrick, je sais à quel point c'est important cette première décision-là pour toi. Tu as ta première employée qui va joindre l'aventure et tout ça. Je tiens à te dire, en fin de semaine, j'ai eu un test positif. Je suis enceinte. » Donc, du tac au tac, j'ai dit à Alke, tu viens de confirmer mon choix. Elle dit, je comprends, tu sais. Mais non. Non. J'ai dit, non, c'est toi. J'ai dit, moi, on parlait de transparence tantôt et tout ça, tu me sécurises parce que tu m'arrives avec... tu as pensé à l'entreprise, tu n'as pas juste pensé à toi en disant, je vais énoncer les vraies couleurs, ce qui va se passer et tout ça. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un de confiance comme ça, sur qui je vais pouvoir m'appuyer. Quand arrivera l'accouchement, on dealera avec ça à ce moment-là où on sera rendu en tant qu'entreprise. Mais vraiment, puis ça a été, Alke, un choix incroyable. C'est le premier bébé de l'équipe? Ah, première employée. Et c'est elle qui a trouvé le nom Humanify. Oh! Oui. Ça a été un de ses premiers mandats. Au départ, on s'appelait RH 360. Je sais pas pourquoi, mais bon. Tous les noms qu'il y a RH dedans, à valider des fois. Mais bon, fait ça vous collait plus. Ça nous collait plus. Et est arrivé avec ça, c'était dans la vague des Shopify puis toutes ces entreprises-là. Mais je trouvais le mot humain
IFAS, j'aimais le nom. Et donc, c'est Alka qui l'a trouvé. Elle a joint votre équipe, elle a traversé sa grossesse avec vous, puis vous avez eu un premier bébé Humanify. Premier bébé Humanify, elle était là. Et vraiment, Alka, c'est quoi? C'était une perle. Une perle, c'est une personne qui a été tellement importante dans l'entreprise pour, je pense, toute la culture qui s'en est suivie. Et, tu sais, je disais tantôt, pas très 5 à 7, très... Mais c'était tout le contraire, Alka. C'est la main sur le cœur. Ah ouais, Alka, c'est important, je pense, c'est exactement pour ça que Gère-toi existe, c'est d'avoir des bribes de témoignages comme ça qui éveillent à certaines choses que, tu vois, la première perception, t'aurais pu faire un choix basé sur une première impression qui est un biais de différence. Carrément. Donc, ce que j'ai en avant n'est pas le miroir de moi-même. Donc, je me crée vraiment une perception et une définition de ce que je perçois. Mais ça a été un employé à succès. Un employé à succès. Puis je pense que ça a déterminé aussi après ça qu'on avait une équipe tellement atypique que tu prends une photo où tu mets tous ces gens-là dans une pièce, tu te dis, c'est impossible que ça fonctionne. Impossible. Des différences à tous les points de vue, différences d'opinion. J'avais des gens chez Humanify. Et non, c'est tout le contraire, ça collait. Pourquoi? On vient à ce que tu disais tantôt, espace sécuritaire. Donc, je peux être moi-même dans cet psychologique, j'ai pas besoin de me masquer. Exact. Fait que, tu sais, on avait Alain qui était un aveugle. Plus vieux et tout ça. Au niveau politique, on avait des gens complètement à droite, des gens complètement à gauche, puis ça fonctionnait. Et non, la marde ne pognait pas. Oui, exact. Donc, c'était vraiment des personnalités extraverties, introverties, de tout genre, toutes sortes, mais ça collait. Ça collait vraiment, là. Est-ce que tu dirais que, justement, le fait d'avoir visualisé une culture comme ça, mais que ça soit vécu, on l'a dit un peu tantôt, c'est pas les mots sur les murs là, qui comptent, c'est comment les mots qu'on choisit pour pouvoir les communiquer, mais se traduisent en comportement. Comportement qu'on contrôle pas, parce qu'on contrôle pas le comportement des autres. Mais comment on fait pour justement le faire vivre puis que ça se traduise comme ça? Est-ce que c'est aux dirigeants, aux managers, on parle d'une entreprise de cette taille-là, de mettre le cadre? Dirigeants, managers, mettre le cadre. Montrer l'exemple, ça, tu l'as nommé tantôt. Tu sais, je reviens encore, tu disais, oui, les mots sur le mur, tout ça, mais je l'ai dit, j'ai toujours été un gars d'équipe. Et j'avais quelqu'un dans l'équipe qui est, je pense, le 4e employé qui est arrivé, Hugo. Hugo, cycliste, achiever, un gars là, que, tu sais, il fait des 180 km la fin de semaine juste pour le plaisir d'aller faire des raids de bicycle, mais ultra compétitif. Et quand il est arrivé chez Humanify, Hugo était toujours fier de les mettre à la fin de la semaine sur le tableau, de dire, moi, j'ai fait 4 embauches, j'ai fait 5 embauches, j'ai fait... Tu sais, le résultat personnel. Puis j'avais dit, Hugo, t'es vraiment hâte. T'es fort. Mais je dis, moi, ce qui est important, là, c'est tes résultats personnels, c'est facile à remplacer ça. Par contre, si toi, Hugo, tu me rends tout le monde des Hugo, là, t'es difficile à remplacer. Fait que j'ai dit, ta recette, comment tu fais pour la transmettre aux autres? Et à partir de ce moment-là, il y a eu un chiffre dans Hugo et c'était un gars qui a tout fait pour l'équipe, a tout donné aux gens et pour lui, sa satisfaction, c'est de savoir que les gens grandissaient, les gens réussissaient, les gens avaient du soutien au détriment des fois de lui ou de... tu sais, Hugo, c'était pas toujours lui qui avait des coups de cœur, justement, les vendredis. Il passait des fois un petit peu plus undercover dans l'écosystème parce qu'il était tellement partout puis il aidait tout le monde. Mais... Hugo, c'est quelqu'un dans l'équipe qui était... Écoute, moi, je souhaite un Hugo à toutes les entreprises. Là. Puis c'est tellement inspirant ce que tu dis, puis c'est important que les gens entendent ça parce que ce que tu as fait, c'est que tu as communiqué clairement tes attentes. Oui. Puis c'est ce move-là qui a transformé l'humain, parce que lui, il faisait de son mieux, puis il faisait bien, mais on y va par instinct et tout. Mais fait tu as communiqué des attentes, mais il a voulu performer à la hauteur de tes attentes. Mais si tu y communiques des attentes, tu as juste réaligné légèrement, il est allé,
il a maintenu son niveau de performance, puis ça s'est décuplé. Décuplé, ça l'a inspiré d'autres. Écoute, des gens chez nous qui étaient pour aider, supporter. C'était vraiment la culture, la façon de faire. Quand il est arrivé justement le COVID avec le travail en remote, ça a eu un gros impact. Gros impact. Il y a eu du dysfonctionnement dans les équipes. Il y a eu des moments où pas content de la façon que ça s'est passé, ça s'est orchestré. Parce qu'on échappait des balles, on voyait pas tout. Quand tu es au bureau, on avait la chance de capter rapidement ce qui se passe. Tes canaux de com, en fait, étaient très, très en présentiel. Toute l'installation des canaux. Les dîners d'équipe, les confidences qui pouvaient se faire à brûle-pourpoint comme ça dans le corridor ou quoi que ce soit. Fait que ça l'aidait énormément. On a perdu beaucoup de cet aspect-là. Puis oui, on a eu des situations qu'on pensait pas avoir chez Humanify, qui a fait en sorte que crime, c'est des petites gaguères, des fois, des petites choses que moi... Mais ça l'a mis les gens sous tension, puis... 100%. Leur sentiment secure, peut-être, justement, ben, il a été transformé par du stress, puis les comportements ont changé. 100%. Puis, tu sais, c'est les humains, hein, on a tous notre mauvais côté en nous. T'sais. Totalement. Fait que j'ai essayé dans tout ça de pouvoir rester le fidèle le plus possible à moi-même. Tu sais, je voulais, quand je me couchais le soir, me dire, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai fait la bonne approche? Quoi que ce soit. Autant que possible. Est-ce que je me suis trompé dans ce parcours-là? 100%. Est-ce que j'ai été parfait? Pas du tout. Mais je pense que j'ai été quelqu'un qui a toujours voulu rester fidèle à lui-même, puis parler avec son franc, parler comme je vous parle, comme je te parle aujourd'hui, puis de rester... le petit gars authentique qui vient d'une famille d'ouvriers qui, au secondaire, n'avait pas un avenir. Non, tu n'avais pas ton grand bureau avec ta propre machine à café, puis tu as voulu vraiment rester proche de tes équipes. Sur le terrain, je voulais être avec les gens, je voulais être part of the group. Mais ça t'a permis de voir cette transformation-là dans le vibe de l'équipe, dans les comportements, parce que tu étais proche. Oui. Je me suis jamais considéré comme un bon gestionnaire parce que si on regarde dans les livres ou quoi que ce soit, je suis pas la personne qui suit ce qui se passe là. Mais ça n'existe pas, les listes d'épicerie toutes cochées en matière de leadership et de management. Là. On est l'ensemble de ce qu'on est. Hein, fait que... Mais d'avoir aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui, après coup, me rappellent, me disent « Pat, t'as été le meilleur gestionnaire, le meilleur boss que j'ai eu dans ma vie ou quoi que ce soit. » Ça me fait réaliser que j'ai eu un impact, je pense, humblement, dans la vie de plusieurs personnes. Puis, tu sais, on revient à l'acquisition. J'aurais aimé avoir un impact dans la vie de ces nouveaux acquéreurs-là. Je ne réussissais pas à trouver comment je pouvais aider. Donc, ça a fait en sorte que j'ai quitté. Puis, quand tu dis je ne pense pas être un bon gestionnaire, est-ce que... Mais il y a des gens qui ont communiqué que tu les as impactés. Oui. Est-ce qu'ils t'ont vu te planter ou n'échapper, ces gens-là? 100%. Peux-tu me donner des exemples Des exemples, il y en a tout plein. Mais tu sais, d'essayer juste déjà de lire dans ma tête ce que j'essayais d'exprimer ou de mettre en place, c'était un défi en soi, déjà, de me suivre. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'y écoutent, qui doivent se reconnaître. Là. J'en suis une aussi. Le manque de clarté et la difficulté. Oui, c'est super clair dans nos têtes. Dans nos têtes, là, ça a déjà tout été fait, tout été dessiné. De le divulguer, autre chose. Il est arrivé des fois, on parlait, mettons, moi, des vacances. Moi, c'était simple dans l'entreprise. Moi, pas en vacances. Tout ce que je voulais, c'était, OK, t'as 2 règles. Avant de partir en vacances, est-ce qu'il te reste des vacances dans ta banque de vacances? Premier point. Deuxième point, est-ce que tes dossiers, tes projets ont été transférés à une autre personne pour que le projet et tout ça suive sa continuité puis qu'il n'y a pas d'impact avec ton départ? Tu réponds oui à ces 2 questions-là, pars en vacances. Pas besoin d'autorisation, pas besoin de rien et tout ça. Ça n'a pas marché. Ça fonctionne. Il y avait des angles morts qui se sont révélés. Des angles morts. Les gens avaient besoin d'un cadre un petit peu plus rigide
établi Ouais. pour que tout le monde suive les mêmes Exact. Fait règles. qu'il est arrivé beaucoup de choses comme ça dans l'entreprise où moi, je pensais, ben non, ça va être comme ça. Puis ça revient, une entreprise, c'est une mini-société. Ouais. Donc, tu arrives dans la société, c'est facile de dire, pas obligé de mettre une règle pour telle chose. Les gens, ils vont le faire, puis ils vont bien agir. Non, tu mets les règles pour des fois quelques personnes. Et ça, d'amener des règles dans l'entreprise pour dicter des fois des choses que moi, je me disais, ben, c'est juste le gros bon sens. Ça venait me chercher. C'était pas toujours évident. Fait que ça, oui, je me suis planté sur bien des calls que j'ai fait en pensant à me dire, ben non, on n'a pas besoin de ça, nous autres. On n'a pas besoin de cette règle-là. Les gens vont comprendre. Mais non. Oui. Ben, parce que puis le profil entrepreneurial, c'est un peu ça aussi, c'est de ne pas en avoir de besoin pour aller de l'avant puis prendre des actions. Puis, mais c'est de réaliser aussi qu'il y a plein d'autres profils. Oui. Puis il faut tous ces profils-là, mais ils ont tous des besoins psychologiques différents. Il y en a que c'est ça, c'est un cadre. Il y en a que c'est de l'anxiété de conformité. Okay? Donc, est-ce que ils veulent savoir, ben c'est quoi la norme pour que je m'y conforme, puis que je sois correct. Oui. Fait que c'est de prendre pour acquis que bon, on pense tous pareil, mais c'est de réaliser que ils ont des besoins différents. Ouais. Puis je t'entends parce que je travaille beaucoup aussi avec des petites entreprises ou qui lèvent tranquillement. Puis le profil entrepreneurial qui est beaucoup dans l'action, dans la vision, ben c'est que voyons donc, je mets des règles. C'est moi, ça. Moi, je suis obligée de mettre des règles, tu sais. C'est un peu contre-intuitif. Ouais. Ça fait quasiment mal en dedans, mais de réaliser à quel point Puis de l'autre côté, moi, quand je travaille en organisation puis que j'entends les équipes, ben, c'est tout le temps, c'est trop flou, il n'y a pas d'alignement, il ne sait pas ce qui s'en va. Ouais, mais là, c'est pas tata. Ouais, mais. Fait que c'est cette dualité-là qui. 100%. Tu l'as bien ressenti. Fait que comment t'as pu répondre à ces besoins-là quand t'as réalisé que, bon, OK, là, il faut mettre un peu plus de cadre, là? Ben, c'est là que ma conjointe est arrivée dans l'entreprise. Des gens comme Hugo, que je parlais tantôt. Émilie Lachance, qui était une personne aussi dans l'équipe qui a joint le côté RH dans l'entreprise. Fait qu'il y a eu des gens qui ont amené cette structure-là. Et ce qui était bien, c'est ces gens-là, tu sais, Caro, ma conjointe, me connaît depuis 21 ans. Donc, elle le sait un peu comment je suis ou comment je pense. Hugo, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais avec. Fait que les gens ont amené un cadre, des règles, mais toujours en pensant, en disant, Pat, qu'est-ce qu'il ferait dans ce moment-là ou comment lui le verrait. Fait qu'ils ont réussi, je pense très bien, à mettre un cadre qui était un cadre un peu allégé pour respecter... Pour pas dénaturer la culture que tu veux implanter. Et en même temps, répondre aux besoins des équipes. Donc, ça, je pense que ça a été très bien fait. Et ça a été, je pense, un des... justement, dans l'acquisition, peut-être, un jump ou un reality check pour les équipes, parce que là, on tombait dans un cadre beaucoup plus formel, beaucoup plus avec des règles qui étaient très différentes de ce que c'était chez Humanify. Oui, bien, le changement de culture dans une acquisition ou une fusion, c'est quelque chose qui est élevé quand même, là, tu sais. Est-ce que tu dirais que c'est difficile à prévoir dans la période avant le changement? Tu sais, d'analyser ça, là, tu sais, puis de dire, OK, ben il va se passer ça, les gens vont réagir comme ça. Il y a ça qui va être peut-être un peu plus difficile à travailler. Est-ce qu'on peut faire mieux à gérer cette transition-là? Je pense qu'on peut toujours faire mieux. Moi, je serais plus porté à comprendre, aller sur le terrain avec les gens, avant de dire on fera plus ça, on va faire ça, d'essayer de comprendre pourquoi eux le font de cette façon-là, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui fait que les gens collent ensemble, restent ensemble, travaillent ensemble. Fait que tout ça, de bien le comprendre, ça l'aiderait énormément. Est-ce que tu dirais qu'il y a une partie qui est un peu comme une famille reconstituée? Oui, ce serait un bon exemple. Une famille reconstituée, mais... Donc, il y a deux, vraiment, littéralement, comme on prend deux normes, deux règles, deux cultures, deux façons de
deux parentalités différentes. Oui, deux. Puis c'est deux histoires aussi. C'est deux passés qui ils ont passé eux autres aussi à travers des étapes, des épreuves. Ils en ont eu de toutes les sortes, toutes les couleurs. Nous aussi. Oui, c'est ça. Chaque entité a le passé. Exact. Fait que là, après ça, c'est de jumeler ces deux histoires-là et d'en faire une nouvelle histoire. C'est ça, je pense, qui n'est pas évident. Quelqu'un qui voudrait aujourd'hui acheter une entreprise de service, moi, je lui dirais, sous-estime énormément l'humain, l'impact que ça pourra avoir. Des chiffres dans un fichier Excel, c'est une chose, mais les gens sur le terrain, la façon qu'ils travaillent, qu'est-ce qui les fait vibrer le matin à rentrer dans cette entreprise-là puis donner leur 110 %, ça, il faut le comprendre. Puis ça, ça se voit pas dans un fichier Excel. Mm-hmm. Puis, on parlait justement de gérer puis ton apprentissage de gestionnaire. As-tu des conseils que tu donnerais justement aux gens qui apprennent à devenir un gestionnaire? Écoute, moi, ce que j'ai appris beaucoup, la résilience, ça, faut que tu en aies énormément. Tu n'as pas réponse à tout. D'avoir soif de questionner, se faire challenger. Moi, j'avais plein de gens autour de moi que je pouvais contacter puis dire, je pense à Jean Allen en ce moment, Jean, je sais pas quoi faire ou tel angle, pourquoi je m'en vais dans cette direction-là, je vais avoir un autre point de vue. Fait que de pas se fermer à avoir des opinions. T'as-tu été coaché en externe? J'ai pas eu un vrai coaching, tu sais, qu'on peut dire, mais un mentor ou un coach officiel? Mais j'avais puis je pense que j'ai encore aujourd'hui un très bon réseau. J'ai jamais eu peur d'aller demander des conseils ou des points de vue ou quoi que ce soit. Ne serait-ce que même des fois avec nos clients. Il y a des gens avec qui j'ai développé des très bonnes relations. Donc, que j'allais valider, eux, dans leurs équipes, ce qu'ils faisaient ou quoi que ce soit. Fait que de ne pas avoir la réponse à tout, puis de ne pas avoir peur de poser des questions, puis d'être le tata autour de la table, tu sais, d'être la personne autour de la table qui comprend peut-être moins, mais qui veut apprendre, tout simplement. Fait que, tu sais, on parle beaucoup de leadership servant un peu, donc, ben, pas un peu, mais on parle de leadership servant, qui est une approche de mettre le gestionnaire au niveau des équipes et là comme support, comme appui. Est-ce que tu dirais qu'il existe une posture de dirigeant servant pour la petite entreprise? Je pense que oui. Tu es au service de tes équipes, tu es au service de l'entreprise. Je pense que oui. Si tu es dédié à ce qui se passe. Tu sais, moi, j'ai toujours eu peur d'aller solliciter une personne, de l'engager, de l'amener dans notre aventure et d'après ça, d'être obligé de dire « Je suis obligé de te laisser aller, on n'a pas assez de mandat. » Ça a toujours été une crainte. Fait que je me suis toujours fait un devoir d'essayer de tout faire ce qui était en mon pouvoir, ce qui était possible de faire pour aider l'entreprise, mais pour aider surtout les équipes. Tu sais, c'est des gens dans les équipes qui, je pense à Livio, qui venait d'avoir un bébé. On parlait de Alka tantôt. Il y a des gens qui sont en train de construire leur vie familiale, s'achètent une maison. Quoi. Il y a des impacts. Ouais. Donc, tu dois pas juste penser, à la fin du mois, pour le bien de l'entreprise, on n'a pas fait profit de 11,2 %, on voulait un profit de X % ou quoi que ce soit. On va couper 3 personnes, puis on passe à un autre appel. Il y a comme une responsabilité sociale quand tu choisis d'être un employeur. Puis, je le sais, il y a bien des gens avec qui j'allais, que ce soit des entrepreneurs ou quoi que ce soit, c'est tout le temps, Pat, t'es trop un bon gars. Trop un bon gars pour... Comme trop mou? Trop mou. Trop humain? On peut appeler ça de toutes les façons possibles. Puis ça m'a souvent shaké ça, puis remis en question en disant... Trop empathique. Ouais, comment on peut être trop assez business. Ouais, peu importe. Mais ça a failli me casser un moment donné ou me dire, OK, faut que je traverse l'autre côté. Faut que je sois plus, rough aussi, ou ça, ou d'être détaché un peu de... Je me suis dit, si je fais ça, c'est plus Pat Dubois. Puis pourquoi aujourd'hui, tu peux pas te changer. J'ai réussi, c'est parce que mon réseau a toujours été en arrière de moi, parce que mes gens
n'avaient pas l'impression que je les appelais toujours pour « As-tu un mandat pour moi? » Non. Bon, parfait, on ne se reparle plus. Quoi. Tu sais, j'ai eu des entreprises avec qui on n'a pas eu de business des fois pendant 1 an, 1 an et demi. Je continuais quand même à leur parler, aller les rencontrer, prendre des nouvelles, puis prendre des nouvelles sincères. T'intéresser. M'intéresser, puis j'ai encore des gens qui m'appellent aujourd'hui, puis tout ça. Ça, pour moi, de changer cet aspect-là, je pense j'aurais pas eu le même succès aujourd'hui. On dirait que j'entends certains types de dirigeants entrepreneurs, parce que c'est vrai qu'on peut pas changer son... si on essaie d'être quelqu'un d'autre ou d'étirer un trait de personnalité, il va revenir assez vite parce que sous stress, le naturel revient au galop. Fait que moi, je dis tout le temps, quand on outille des gestionnaires ou des dirigeants, on vient ajouter des outils dans un naturel, donc une réflexion, donc un retrait pour réfléchir ou une perspective différente. Ouais. Donc, on greffe des outils, mais on change pas une personne. Donc, il y a d'autres types de personnalités qui le sont peut-être plus axés stratégie, plus axés business, chiffre d'affaires. Fait que j'entends déjà ces gens-là dire « Ouais, l'humain, c'est bien beau, mais quand tu fais de la business, des fois, est-ce que tu sens que parfois, le côté humain aurait pu nuire ou a fait en sorte que tu as obtenu un résultat qui aurait pu être différent si tu étais capable de te détacher davantage du côté relationnel, on pourrait dire? C'est sûr qu'il aurait pu avoir des résultats différents. Mais à un moment donné, ce n'est pas parce que tu es humain que tu n'es pas stratégique. Ce n'est pas parce que tu es humain que tu n'es pas bon en business ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense qu'il y a des décisions humaines qui vont avoir un impact et qui vont t'aider à avoir plus de succès et plus de résultats. Fait que oui, il y a des fois, j'aurais pu prendre des décisions plus rapidement basées sur des chiffres ou des analyses plus cartésiennes. Je ne l'ai pas fait. Et en bout de ligne, je suis convaincu que ça m'a aidé parce que je suis allé chercher des fois, en COVID, quand il est arrivé le fameux 13 mars 2020, où là, nous, c'était téléphone par-dessus téléphone où on recevait « Arrêtez tout, arrêtez les projets, on gèle les embauches. » On fait « Ah, moi, là, on regarde, on fait quoi? Qu'est-ce qui va se passer, là? » Comment j'occupe mes gens? Qu'est-ce qui... X centaines de milliers de dollars à la fin du mois en salaire à payer. Puis là, tous les contrats tombent. Combien de temps? Quand tu regardes les chiffres, il faut que tu parles avec tes gens en finance. C'est pas très long de, Pat, on va faire des coupures, on va faire ci, on va faire ça. Puis je suis allé complètement à l'inverse. J'ai dit à l'équipe, guys, on va se serrer les coudes. Ça sera pas facile. J'ai aucune idée. Il y a personne qui a traversé ça encore. Puis j'ai eu le sentiment de l'équipe de dire, Pat, si tu veux qu'on coupe notre salaire, si tu veux qu'on fasse ci, l'équipe, je dis, pour l'instant, on touche pas à rien. On fait ce qu'on peut, on fait les choses qui sont en notre contrôle, on les fait bien, puis on verra où tout ça va nous mener. Ça a été un call qu'on a fait, et finalement, mois de mai-juin, quand tout a recommencé, c'est là qu'on a pu avoir une meilleure croissance parce que tous les gens qui avaient fait des licenciements temporaires, quoi que ce soit... là, t'étais encore en mode avion de chasse sur le marché, sur un marché qui avait ralenti. Nous, là. On avait toute l'équipe qui avait traversé cette épreuve-là qui ensemble. Était prête. Elle avait le couteau entre les dents. Formée. Reconnaissant d'avoir dit, crème, on n'a pas fait de coupure hâtive ou quoi que ce soit. Fait qu'on a pu croître beaucoup plus rapidement. Dans un marché où tout le monde avait comme perdu des ressources dans les départements RH, dans les départements de recrutement. Probablement que si on aurait regardé les états financiers du mois de mars, avril puis mai, puis je me serais comparé à d'autres qui avaient fait toutes les coupures, probablement que les chiffres étaient bien meilleurs dans les autres. Par contre, on enlève l'aspect chiffre, on a repris des parts de marché, puis on avait une équipe beaucoup plus solide et beaucoup plus soudée que toutes ces entreprises-là qui avaient fait des coupures. Pour moi, l'humain, amener les gens, d'avoir une entreprise où tu vas réussir à trouver le pourquoi on veut travailler ensemble, le pourquoi on veut atteindre telle mission, le why ou quoi que ce soit, le reste va tout venir. Le reste, ça va arriver. Ça va être la conséquence. Si tu dis, à la fin de l'année, on veut faire 2 millions de chiffres d'affaires, puis X, Y, Z, puis on va aller là. Pas ton équipe qui va travailler pour toi là, sur cette base-là. Là. C'est facile de mettre ça dans le fichier. Je peux te faire parler de n'importe quel chiffre, puis les mettre dans le fichier, puis dire, oui, l'année prochaine, on va faire ça. Ça, c'est pour
tes bandes, c'est pour tes gens, pour les sécuriser dans un plan de match hypothétique ou un forecast qui va se réaliser. Mais après ça, c'est, OK, semaine 1, mois 2, c'est quoi qu'on va faire pour arriver à ces résultats-là? Et si le résultat n'est pas celui auquel on a mis, c'est-tu grave? C'est-tu pas grave? Tu sais, Martin Saint-Louis avec les Canadiens, tout le monde dit il faut qu'il fasse les séries, il faut qu'il arrive aux séries. OK, parce qu'il ne ferait pas les séries cette année, ça serait un échec. Il y a plein d'autres choses. Est-ce que l'équipe a eu des croissances? Quelles épreuves ils ont eues durant cette année-là? Des blessés, des Il y a plein d'éléments qui arrivent. Puis si on fait juste leur taper dessus, ils vont pas être meilleurs l'année prochaine? Ben non. Fait que, non, moi, les gens, ça a toujours été hyper important, leur donner de la place. Puis quand je dis les gens, c'est autant les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, tout le monde est important. Et as-tu des trucs pour ça? Tu parles pour motiver les équipes? Oui, pour travailler l'excellence client, tu sais, à la hauteur, parce que tu parles tu t'intéresses aux fournisseurs, tu t'intéresses aux clients, c'est naturel chez toi. Ouais. Puis c'est ce qui a créé aussi le fait que, dans la culture, les clients, ils voient que, dans votre entreprise, vous aviez le service client on top. Comment tu fais en utilisant l'humain pour motiver les gens à offrir de la qualité, de l'excellence? Il y a plusieurs aspects, mais c'est sûr, comme je disais, on travaillait beaucoup en équipe. Et tu veux pas que ton coéquipier ou ta coéquipière se retrouve dans une situation que toi, tu n'aimerais pas te retrouver. Donc, il y avait en sorte, une des valeurs, c'était le commitment. Les gens travaillaient pour leurs collègues, travaillaient pour s'assurer que tout le monde se retrouve dans une bonne situation. Et si on arrive dans une situation où on a gaffé, où on n'a pas livré ce qu'on devait livrer, c'est arrivé, on va tous prendre la claque ensemble. C'est de sa faute. Moi, j'aurais pas fait ça comme ça. C'est lui qui a décidé. Non. On a gaffé, on a planté ensemble. Puis on va tout planter, et moi y compris, dans l'équation. Après, c'est qu'est-ce qu'on a pas fait de correct, comment on peut ne pas le répéter. On fait un post-mortem. Dans la bienveillance. On veut juste faire mieux. C'est sûr et certain. La difficulté actuellement, surtout en PME, c'est le côté responsabilisation, le côté le ownership là, de ses responsabilités, de ses tâches, qui semble être un petit peu de plus en plus difficile. J'aime ton point parce que en faisant des binômes, en faisant des équipes, là, on a une autre motivation, une autre pression qui est de ne pas laisser tomber l'équipe. Exact, de ne pas laisser tomber les gens. Tu sais, on est dans un bureau, puis il y a un Kleenex qui est à terre. C'est pas parce que c'est pas toi qui l'as échappé que tu dois pas le ramasser. Il est là, il n'y a pas d'affaire là, le kit, c'est toi qui passes à côté. Mais si tu sais que ton collègue s'en vient là, dans 2 secondes, tu veux pas être celui qui se lève, qui le ramasse pas. Puis, fait qu'il y avait aussi des tâches au niveau des gens. Quand tu regardes ta description de poste, puis ça dit tu dois faire l'élément 1, 2, 3, 4, ça se peut des fois qu'il y a un élément à 7 qui n'a pas rapport, qui n'est pas sur ta description ou quoi que ce soit, mais qu'il faut que tu le fasses pour aider le projet, aider l'équipe, quoi que ce soit. Donc ça, c'est important aussi que les gens connaissent que oui, on a une tâche, une responsabilité, mais ça peut arriver des fois que tu vas avoir une tâche ou une responsabilité qui n'est pas écrite clair net, mais que tu juges qu'il faut que tu la fasses, que tu la donnes. Et ça va aider le projet, aider ton équipe. Tout ça. Donc, je pense, encore là, c'est... T'avais-tu du mal à recadrer? Tu sais, ton côté plus humain, ou comme tu dis, j'aime pas ça mettre des normes, un cadre. Quand, justement, il y en avait un qui n'échappait, là, est-ce que c'était difficile pour toi de rencontrer la personne puis de recadrer? Je vais revenir peut-être à Coralie, notre fille. Coralie. Allô? Ouais, allô. Là, elle doit se demander qu'est-ce qu'il va dire. Je ne l'ai jamais chicanée ou très. Elle a toujours eu le sentiment, ça ne me tente pas de le voir comme ça. Okay. Fait que les équipes, je pense pas qu'ils m'ont jamais vu arriver dans un meeting, le tabarnak, puis tu sais, la grosse. Absolument pas. D'un, c'est pas dans ma personnalité, mais il voulait pas me décevoir. Il voulait pas que, si j'ai laissé tomber de patte.
je l'ai laissé tomber. Tu sais, fait que ça, j'ai souvent eu des gens, au contraire, qui ont déjà fait des gaffes et qui étaient tellement durs envers eux-mêmes que moi, ça valait rien d'en rajouter. Tout ce que je devais faire, c'est d'essayer de les descendre à dire « Alors, arrête, là. Arrête de te faire du mal comme ça. Le kid, t'as gaffé, c'est correct. Mais là, on part. Non, mais je... » Fait que souvent, c'était les gens eux-mêmes qui étaient beaucoup plus difficiles, beaucoup plus intolérants envers leur gaffe ou leur erreur que moi, j'aurais pu l'être. Fait que ça me donnait rien de rajouter une pression supplémentaire. Les gens s'en mettaient eux-mêmes, là. Fait que quand il y a de la tolérance à l'erreur, ben automatiquement, tu avais moins besoin de recadrer. Carrément. Fait que oui, il y a eu des fois où j'aurais pu recadrer plus rapidement ou quoi que ce soit. Mais il y a des choses aussi, des fois, tu sais, dans une cour d'école, là, c'est bon des fois qu'ils chamaillent un petit peu. T'étais pas là à vouloir intervenir partout. Les choses se plaçaient plus naturellement. C'est correct. As-tu nommé des gestionnaires? Oui. Parce qu'à 40 kek, là, à un moment donné, toi, tu peux pas gérer toutes les équipes et leur donner l'attention que les équipes méritaient. Oui. Tu as dû attribuer des rôles de gestion. Ça a-tu été difficile? Ça a été difficile. On s'est pas planté, trompé dans la première mouture. Vous avez appris? Oui. Des fois, mettre des gens dans un rôle de chef d'équipe qui était peut-être pas rendu à ce moment-là. Et là, c'est de notre côté. Peut-être un accompagnement, des fois, pas adéquat ou quoi que ce soit. Mais oui, il y a eu différentes moutures, différentes façons de travailler. Ce qui était difficile, selon moi, des fois, c'est le côté client, côté service client. Donc, plus peut-être un chapeau de chargé de projet, puis un chapeau de gestionnaire d'équipe. Donc, comment je fais pour m'assurer un rendu ou une équité pour les deux? Fait que des fois, j'avais un chapeau beaucoup trop, parle pour moi, mais les gestionnaires, un chapeau trop gestionnaire d'équipe au détriment du projet. Et des fois, j'avais un chapeau trop gestionnaire de projet au détriment de l'équipe. Fait que ça a été un équilibre essai-erreur qu'on a dû faire, qu'on a dû apprendre pour essayer d'avoir une structure qui faisait en sorte que les équipes avaient un support, mais le client gardait aussi une personne responsable des projets et qui avait une mentalité client. Ça a été, oui, sur quelques temps, il y a eu c'est pas ça de sandwich avec gestionnaire. Puis, on a souvent le contexte de dire, parce que c'est mon meilleur vendeur, il va devenir le directeur des ventes, ou ainsi de suite. Donc, là, tu fais cette gaffe-là. Carrément. Parce qu'à un moment donné, tu te laisses aussi embarqué dans « mais il est tellement bon, il est tellement bonne, c'est impossible. » Tu veux lui donner parce que tu veux le reconnaître. Tu veux le reconnaître. Puis les gens veulent ça. Et ça, je trouvais ça beau aussi. J'avais dans l'équipe des gens qui... Le next step, c'était pas de devenir gestionnaire. Tu sais, on le voit dans les entreprises, c'est je suis le conseiller, je veux devenir le chef d'équipe. C'est ça. C'est la croissance naturelle qui se fait. Et j'aimais avoir des discussions avec des gens dans l'équipe en disant « T'as un edge, tu as une compétence que plein d'autres n'ont pas, et cette compétence-là, tu peux l'exploiter davantage puis l'amener à un autre niveau, mais ce n'est pas nécessairement une compétence qui va faire en sorte que tu vas devenir un gestionnaire d'équipe ou la ligne traditionnelle. Ça peut être une expertise. Une expertise. Comme en TI. En TI, tu as des gens qui vont prendre une direction beaucoup plus gestionnaire de projet, directeur de programme. Ou le relationnel. Puis le ou d'aller du côté architecture, où là, tu vas peut-être être... faut que tu fasses une veille technologique, faut que tu regardes ce qui se fait sur le marché. Tu viens vraiment, tu manages ton expertise. Exact. Donc, dans l'équipe, j'avais des gens qui tripaient, par exemple, sur le sourcing et qui voulaient s'en faire une compétence d'être le meilleur sourceur possible. Ça aussi, là, ça allait évoluer vite. Aussi important que d'autres rôles dans l'entreprise. Fait que ça aussi, il fallait respecter ça dans les équipes et que les gens, d'essayer de leur faire voir, je sais que dans le cadre normal, tu te vois comme un futur gestionnaire, mais c'est peut-être pas là ta place. Puis, je dis pas que tu ne peux pas le faire. Je dis juste, as-tu pensé aux autres alternatives, aux autres possibilités, aux edge que tu as en ce moment dans différents créneaux. Donc, puis de les emmener aussi à réfléchir puis prendre eux-mêmes une décision
qui est favorable à leur plaisir au travail aussi. Exact. Se sentir compétent puis se sentir évolué. Fait au lieu de juste dire, je plug and play. Tu sais, je prends telle personne, je la dirige Parce là. que c'est un gros saut être gestionnaire. C'est pas la même job, hein? C'est pas la même Faut job. le dire, là. C'est pas évident. Tu sais, moi, demain matin, aller travailler, par exemple, dans un centre de personnes âgées, il y a des gens qui le font, ce travail-là, et qui le font à merveille. Est-ce que je serais parfait pour faire ça? C'est un autre travail. Ben non. Est-ce que je serais capable de travailler, moi, par exemple, sur une chaîne de production, puis je suis pas fait pour ça. Donc, à un moment donné, il y a des emplois, des rôles dans lesquels tu es mieux et que tu peux exceller. Puis c'est important d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'aider à découvrir. Puis je prétends pas avoir toujours la raison en disant non, tu n'as pas les compétences pour faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Je dis juste, il faut que tu explores ou que tu comprennes bien qui tu es, ce que tu peux faire, ce que tu peux amener, puis comment tu peux l'exploser davantage pour aller chercher encore un edge, là. Mm-hmm. Puis déjà, c'est le premier step d'un éventuel bon gestionnaire, c'est être capable de creuser à l'intérieur de toi pour connecter avec tes forces, puis ce que tu désires développer, puis juste faire cette démarche-là, c'est un premier step qui, ben si t'es pas rendu là, ben faut que tu le traverses parce que sinon tu risques de pas. Puis c'est aussi de protéger cette personne-là parce que tu vas avoir des attentes. Quand on nomine des gestionnaires, il ne faut pas sous-estimer que ça vient avec des méchantes attentes, là, de donner son équipe, de donner les clés d'une équipe, puis que la personne a l'impact de toute une équipe. Parce que là, c'est exponentiel. Là. Si elle divise un département, là, totalement. Ça coûte cher, autant qu'elle peut propulser une gang. Fait que c'est exponentiel, l'impact d'un leader d'équipe. Là. Totalement. Ça peut avoir différents côtés. Ça peut aller dans toutes les directions. Toutes les directions. Tu essaies de minimiser autant que possible que ces situations-là arrivent, mais ça arrive. 100%. Patrick, là, tu es venu nous voir parce que tu avais affaire à venir à Montréal, mais j'aimerais ça que tu nous dises, t'étais où il y a quelques jours? T'étais où? Oui, ben écoute, quand il est arrivé finalement après l'acquisition, je devais rester plus longtemps. J'ai décidé de finalement, plein de raisons que je vous ai expliquées tantôt, tu sais, la culture, la façon, peu importe. J'ai décidé de... YOLO. Ouais, on part. Il est arrivé ce timing-là où on a Coralie qui vit à Nottingham, toujours eu ce désir-là de voyager, de partir. Fait qu'on a fait un geste bold en disant, ben écoute, on vend tout et on part en Europe, Europe/UK/ peu importe. Et ben, on a fait le saut. Puis on est parti mi-mai, je pense. On a atterri au Portugal. On est resté là 2 mois. On a fait le Portugal de long en large. Après ça, on est allé vers Amsterdam. On est allé au UK. On a fait Manchester, Londres, le Nord. Expat. Pat expat. Exact. Puis c'est ce qui... m'amène, je pense, en tout cas, dans les futurs projets, les futures choses que j'ai en tête. Ça t'a amené des nouveaux projets d'entrepreneurs, hein? Ben, tu sais, on a lancé humblement un nouveau petit podcast qu'on a appelé Jetlag. Le premier épisode est disponible depuis hier. Ça, je l'ai fait dans un premier but. J'aimais le réseau, j'aimais rencontrer des gens. Ben, j'ai pas perdu ce côté-là. Donc, de rencontrer des Québécois qui ont décidé de s'expatrier et de faire parler leur parcours. Pourquoi ils ont décidé de quitter? Pour quelles raisons ils ont décidé de quitter? Il y en a, c'est des raisons familiales. Il y en a, c'est des raisons d'emploi. Ah non. Puis, ça, on a vraiment rencontré des gens formidables. La première invitée, Nian, une Vietnamienne qui est arrivée à l'âge de 2 ans ici, qui a 25 ans, avait le goût de voir ses racines, donc partir au Vietnam. Puis bon, on va mettre le lien, c'est sûr. On va mettre le lien dans la description. Puis, vraiment incroyable. Tu es parti d'un domaine qu'on fait des entrevues à un domaine. Tu avais un projet où tu fais des entrevues. Exact. Puis de recruter des Québécois. Des histoires. Tu recrutes des histoires. 100%. Pour servir les gens qui ont des questions, qui veulent s'inspirer. Parce qu'on parle beaucoup, tu sais, puis surtout quand on vient du milieu du recrutement que j'ai connu aussi, ben c'est sûr qu'on a beaucoup d'embauches de l'étranger. Donc, on gère les permis de travail, on côtoie ce domaine-là, mais c'est vrai qu'on entend un peu l'inverse, les histoires
histoires. Puis des gens au Québec qui désirent faire comme toi puis aller s'expatrier, vivre l'aventure dans d'autres pays sur un moyen terme. Là. Puis je vais le faire. Vraiment, je veux pas parler un contre l'autre ou quoi que ce soit, mais on a beaucoup. On a eu l'émission Expat, on a des gens. J'ai vu dernièrement une chronique là, à 98.5 qui parlait des destinations où s'expatrier et tout ça. Mais on revient souvent à l'expatriation. Ce qu'on a en tête, c'est je m'en vais en Thaïlande, je m'en vais au Mexique, je m'en vais à Bali, je m'en vais dans des destinations peut-être un peu plus exotiques. Et souvent, c'est pour un voyage d'un certain temps ou quoi que ce soit. Mais de décider de prendre tes bagages puis aller t'installer ailleurs pour soit redémarrer une entreprise, aller travailler ou quoi que ce soit, on le voit moins. Tu sais, il y a une personne qu'on va avoir éventuellement sur le podcast, partie avec ses 2 jeunes enfants, sa femme à Zurich pour travailler pour une entreprise là-bas. Ses 2 jeunes enfants aujourd'hui parlent une langue que lui ne comprend pas. Ça fait des beaux clashs. Donc, de comprendre cette parce que les enfants, ça l'apprend vite en titi, là. Ah oui. Fait que quand tu t'expates avec ta famille, tes enfants, ça prend pas de temps que ça te clenche un brin sur l'apprentissage. Tu sais, on le voit beaucoup avec des Français, par exemple, qui sont venus ici au Québec, puis j'en avais beaucoup dans l'équipe qui nous vendent pourquoi venir au Québec, au Canada, ou quoi que ce soit. Et ben moi, malgré tout ce qu'on peut entendre des fois sur l'Europe en ce moment, ben j'avais le goût de le vivre. J'avais le goût d'aller valider par moi-même, puis de me mettre dans une situation aussi d'inconfort, parce que là, t'es loin de la famille, t'es loin des amis, t'es loin de ton réseau, t'es loin... tu sais, moi... Pat Dubois, au Québec, on le sait ce qu'il a fait. La plupart des gens connaissaient mon entreprise. Quand je vais en France ou à Lisbonne, au Portugal, ou quoi que ce soit, Pat Dubois de Humanified. Faut que tu refasses ton LinkedIn. Exact. Fait que ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça stimulant de rencontrer des gens comme ça ailleurs. De comparer aussi ce qui se fait ici versus ce qui se fait ailleurs. Fait que d'aller chercher aussi une nouvelle façon de voir les choses. Ça me parle beaucoup. Fait que... bien des projets qui s'en viennent en ce moment avec tout ce qui touche expatriation. Ça touche un peu au recrutement parce que, bon, c'est une réalité, tu sais, parce que tu vas aborder sûrement, justement, l'emploi. Hein? Quand on s'expate, il y a une question aussi d'emploi. Faut vivre aussi. Fait que, exact. Puis les raisons, tu sais, on pense aussi en recrutement, les raisons de changer d'emploi, les raisons de vouloir quitter ou qu'est-ce qu'on recherche, tu sais, qu'est-ce qu'on va chercher, ben c'est la même chose aussi. Quand on prend des grandes décisions comme ça, ben c'est de connaître la raison derrière qui est différente à chaque personne. Totalement. C'est très déstabilisant, mais c'est le fun en même temps. Il y a bien des choses que j'ai remis en question. Fait que non, c'est vraiment une belle expérience qui n'est pas terminée. Là, je suis ici au Québec parce qu'on doit refaire justement passeport, c'est pas simple, hein? C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Aller à l'étranger sur une bonne période, ça se fait pas juste avec une décision. Là. Non, puis on voyage aussi avec notre chien. Ben oui. Et ça, les gens qui veulent voyager avec leurs animaux de compagnie... c'est pas simple. Ah non, c'est un autre game complètement. Wow. Mais là, aujourd'hui, il a son passeport européen, fait qu'il est plus équipé que nous pour voyager en Europe. Mais non, ça a été toute une aventure, là. Ah, fait que tu vas pouvoir aborder tout ça dans tes réseaux sociaux. Juste avant que tu nous nommes justement toutes ces façons de te joindre là, j'ai des petits gérables, pas gérables. Patrick, t'es prête? OK. Ah, je suis prête. T'es prête, OK. Un petit simple. Gérable, pas gérable, travailler avec sa conjointe. Gérable. 100% gérable. Ouais. As-tu des trucs pour ceux qui nous écoutent? Je pense que c'est de se mettre clairement des balises on est-tu au travail ou pas au travail. Par contre, il y a des éléments où, tu sais, moi, Caro, quand elle me parlait de ses emplois, quand on ne travaillait pas dans la même entreprise, je veux dire, Richard qui a fait tel... Je ne sais pas c'est qui Richard, je ne sais pas c'est... Fait que j'écoute ton histoire parce que tu as besoin... Mais quand elle me parlait de situation dans Humanify, ben là, ça vient me chercher encore plus parce que là, je veux comprendre. Fait, mais par contre, c'est important de dresser la ligne de... là, on tu peux pas offrir la même écoute. Non, puis là, on est-tu en mode travail ou on est en mode couple? Donc, ça, c'est tracer un peu la ligne sur tout ça. Mais oui, totalement gérable.
recruter en mode 100% télétravail? Gérable, mais pas l'idéal. J'entends beaucoup aussi un retour sur les entrevues en personne. Quelle est ton opinion là-dessus? Oui, je le vois beaucoup. Puis je pense que c'est pas tant pour l'entreprise que pour le ou la candidate de permettre de se faire un choix encore plus éclairé, de comprendre avec qui on va aller s'investir, aller travailler. Fait que je le vois pas tant du côté de l'entreprise de faire le meilleur choix possible, mais candidat et candidate, moi, ça devrait être un prérequis du candidat ou candidate d'aller rencontrer les gens avec qui il va s'investir et qui va travailler. Oui, puis il y a tellement plus que juste la communication en visio aussi, puis un choix comme ça qui est très, très important. Ça mérite qu'on puisse feel the vibe un petit peu plus. Exact. OK. Je comprends des fois la rapidité du processus ou la réalité aussi qu'on est à Montréal puis on engage peut-être quelqu'un qui est à Rimouski puis c'est pas toujours évident d'organiser une rencontre en personne. Oui, ou s'il y a plusieurs étapes, il pourrait y avoir une étape aussi mais je pense que c'est avec l'avènement du AI et tout ce qu'on voit en ce moment, qu'on veut de plus en plus automatiser, faire ci, parler avec des chatbots, quoi que ce soit. Mener le contact humain, là, de se rencontrer autour d'un café ou quelque chose, d'avoir une vraie discussion face-to-face. Ben même en service. Moi, j'ai connu le recrutement avant LinkedIn. On les faisait, les cold calls, puis les visites en personne, puis le démarchage. C'est pas la même game non plus d'être sur place. On bâtit déjà la relation, on voit la business. Je pense qu'on va tranquillement vivre ce petit retour-là aussi, autant au niveau des services, du développement des affaires que des relations employeur-employé. Tu m'amènes sur un petit sujet. Là, on ne partira pas là-dessus là, parce que je vois déjà... mais au niveau du recrutement, j'en parlais justement ce matin avec une personne... les recruteurs ont été mis beaucoup dans une situation avec des outils, avec le AI, puis... les ATS. Les ATS, je suis en arrière de mon écran. Il faut une base de données, puis je vais... je pense qu'on va revenir tranquillement à des recruteurs avec plus un profil réseautage, où là, oui, on va avoir mis en place de l'automatisation puis plein de choses qui vont nous aider à rentrer en contact avec des candidats. Mais je pense qu'on va avoir besoin de plus en plus de gens qui vont revenir sur le terrain avec, que ce soit participer à des associations, des 5 à 7, quoi que ce soit, puis d'aller rencontrer ces gens-là pour développer une relation autre que juste email ou quoi que ce soit, des contacts très froids qui se font après ma barre. Fait que je pense qu'il va y avoir un retour au niveau du recrutement de plus en plus un petit peu là, humain à humain. Là. Oui, de connaître nos candidatures vraiment dans leur personne entière au lieu d'avoir des numéros de candidats puis des bases de données avec des filtres. Petite dernière que les gens veulent vraiment ton avis là-dessus. Là. Gérable, pas gérable, avoir des animaux au bureau? Moi, je vais dire gérable parce que moi, mon chien Béroff, qui s'appelle encore, mais Béroff, il faisait partie, c'était la mascotte Humanify, il venait au bureau. On a eu des gens de l'équipe qui ont amené leur chien aussi au bureau, tout ça. Fait que, encore là, je pense... Là, c'est personnel. On a le droit de se positionner comme on veut là-dessus, mais toi, tu l'as bien vécu. Je l'ai bien vécu, puis, mais encore là... les gens vont me dire ça prend des règles, ça prend des façons de faire, il faut encadrer. Tu peux pas juste dire parce que maintenant tu as des gens qui tu peux pas dire non, le tien je l'aime pas, puis oui, le tien je l'aime. C'est ça. Mais on a déjà eu, ça a été une erreur, mais au bureau chez Humanify, on a déjà eu, je m'étais fait offrir pour ma fête 2 guinea pigs. Oh non! Ouais, des cochons d'Inde. Fait qu'on a eu ça au bureau. Et là, avec la grosse cage, écoute, là, il y avait de la ripe partout. Puis des odeurs. C'est pas un animal simple. Non, c'était pas ça. Puis pauvre guinea pig, je veux dire, à tout bout de champ, t'avais des gens qui rentraient au bureau, prenaient le cochon d'Inde de la cage. On les a probablement pas... ils devaient être nerveux un peu. Peut-être mieux qu'un poisson. Ouais, mais on a eu ça. Hey Patrick, si on veut te jaser ça, on veut que
on veut discuter avec toi, on veut connaître tes projets qui s'en viennent. On te rejoint comment? On te suit comment? Sur quel réseau c'est le temps, là? Toujours sur LinkedIn, ça c'est sûr, c'est la façon la plus simple. Je suis très présent là, mais Instagram, TikTok, hey, là je suis tout rendu médias sociaux plus mainstream. J'avais jamais fait ça avant, mais là plus présent sur les Facebook de ce monde et tout ça. Donc je pourrais t'envoyer, j'ai mon Linktree. Donc, là, j'ai toutes mes accès. Qu'on suit l'évolution du podcast. Oui, qui est à Jetlag. Tout début. On apprend à faire ça. C'est beaucoup de travail. J'ai beaucoup de respect pour toi, tous les gens qui ont lancé des podcasts, parce que je vois le travail que ça prend en arrière. C'est pas évident. Fait que je vous lève tous mon chapeau parce que je comprends maintenant. Mais c'est vraiment une belle mission que Jetlag porte, qui est aussi de donner une voix aux gens qui s'expatent, puis aux difficultés, aux défis, mais aussi au pourquoi. Exact. Fait que moi, j'ai bien hâte de suivre ce projet-là. Merci, Patrick, d'être venu nous voir. Merci à toi. Bon succès. Bonne chance aussi avec les défis que comporte l'expatriation à l'étranger. Oui. Fait que vous allez avoir les liens pour pouvoir aller suivre Jetlag et tous les projets de Patrick dans la description. Merci d'être venu nous voir. Merci, un accueil formidable. Puis l'endroit, vraiment, wow. Les studios Unpod.